Bonjour et bienvenue dans les infos culturelles de Radio Transparence. Aujourd'hui, nous allons parler d'une exposition qui se déroule jusqu'au 5 mai au Palais des Évêques de Saint-Lizier. Une exposition qui rassemble les œuvres de trois artistes. Les œuvres de Pierre Jourda, qui est décédé depuis 2007, mais sa femme André est là avec nous pour en parler. Bonjour à vous André. Et bonjour. Il y a également autour de la table Jacques Saint-Martin, un plasticien pluridisciplinaire. Bonjour à vous Jacques. Bonjour. Et le troisième artiste qui n'est pas présent avec nous ce matin, c'est Guy Alain Trany, dont j'imagine vous allez nous dire quelques mots. Alors commençons par parler de Pierre Jourda. André, combien de tableaux de Pierre Jourda sont exposés au Palais des Évêques de Saint-Lizier jusqu'au 5 mai? Je pense environ 27, ou peut-être un petit peu plus. J'avoue que je ne les ai plus comptés, mais disons que nous avons occupé le grand escalier d'honneur et les deux salons qui jouxtent au premier étage et qui sont des pièces magnifiques. Voilà, donc environ une trentaine, on va dire. Et sur cette trentaine de tableaux, est-ce qu'ils sont tous de la même époque ou est-ce qu'ils retracent plusieurs époques de la vie du peintre? Eh bien non, justement c'est ça. Nous avons choisi des périodes différentes parce que cet artiste qui a peint sur 50 années a abordé plusieurs aspects de la peinture, ce dont d'ailleurs nous parlera, je crois, M. Saint-Martin qui est à mes côtés avec beaucoup plus de pertinence. Ouais. Voilà, nous avons choisi plusieurs périodes. Et vous faites un peu la biographe aujourd'hui de Pierre Jourda. Vous voulez nous raconter un petit peu le portrait de cet homme qui est né en 1931, je crois? Oui, voilà. Il est né en 1931 dans la région toulousaine, très exactement à Montesquieu-Volvestre. Il a fait des études, je fais un raccourci, hein, il a fait des études d'art aux Beaux-Arts de Toulouse et puis de Paris. Il est devenu professeur de dessin, on dirait actuellement professeur d'art plastique. Il a travaillé à Toulouse dans plusieurs établissements et puis ensuite il est venu à Foix où il a fini sa carrière. Mais pendant ces 50 ans, il a parallèlement et dans son atelier, en toute, toute solitude, travaillé à son œuvre qu'il a laissée à sa mort pratiquement dans sa totalité, puisqu'il n'a pas désiré se montrer ni se vendre jusqu'en 2007. Donc c'est cette œuvre-là que je suis moi maintenant chargée de faire connaître. Je vais me tourner à présent vers Jacques Saint-Martin, vous qui êtes féru d'histoire de l'art. Oui, moi j'ai été, pendant 26 ans, j'ai été enseignant dans une école d'art, enseignant en gravure et en graphisme. Et bon, disons que j'ai une vision un petit peu plus ample que le commun des mortels de l'histoire de l'art. Mais je ne suis pas historien de l'art. Je suis historien de l'art par goût d'abord et par nécessité d'enseignant. Et vous nous confirmez qu'il y a vraiment deux périodes dans le travail de Pierre Jourda. Il y a avant 83 et puis il y a après. On peut difficilement parler de période. Ce qu'on peut relever dans l'œuvre de Pierre Jourda, c'est une grande humilité dans l'approche de tous les mouvements de son époque. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est nourri, mais vraiment nourri pas au sens copiste du terme, je veux dire de l'ordre de la copie banale. Il a travaillé pour comprendre comment les peintres qu'il connaissait ou les mouvements qu'il a traversés, pour ressentir et pour s'approprier véritablement ce qu'il y avait dans cette peinture. Et de ce fait, il s'est construit au travers des autres, au travers de peintres, mais à chaque fois en perfectionnant et en apprivoisant chacune des peintures qu'il a. On retrouve, pour les gens qui connaîtraient un tout petit peu l'histoire de l'art, dans l'exposition, on retrouve des références à des peintres, mais son propre travail est d'une qualité exemplaire. Moi, je veux vraiment dire que l'œuvre de Pierre Jourda, et Pierre Jourda est quelqu'un qui a joué dans la cour des grands, vraiment, et que c'est tout à fait dommage, ce serait dommageable que son œuvre ne soit pas plus connue et montrée, quoi. Parce que c'est quelqu'un d'un très haut niveau, véritablement. Et je le dis
Si je ne le pensais pas, je ne dirais aucun de ces mots. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui mérite d'être... c'est quelqu'un qui peut figurer dans des grands musées sans problème. Sans problème. Et bon, c'est très difficile, comme vous l'avez laissé supposer tout à l'heure, de parler de peinture à la radio, mais c'est un coloriste hors pair, c'est un dessinateur hors pair, c'est quelqu'un qui est d'une exigence infinie dans son travail, d'une perfection, d'une quête de la perfection infinie. Et ça peut expliquer la difficulté qu'il avait à cesser ce travail pour s'occuper de montrer les œuvres. Montrer les œuvres, c'est un métier, et artiste est un autre métier. C'est souvent très difficile à des artistes qui sont passionnés et qui sont partis dans leur œuvre et qui sont des chercheurs de disposer de temps pour exposer. Ça, c'est, bon, je pense que c'est une part des explications, enfin une part qui explique la difficulté de montrer l'œuvre de Pierre Jourdain. Mais il n'est jamais trop tard. Et enfin, moi, je lance des appels à tous les gens de culture sur la région. Ce serait extrêmement dommage, et pour le peintre, et pour sa famille, et pour l'histoire de l'art dans la région, que cette œuvre reste méconnue. Enfin, vraiment. Au secours, aidez-nous, quoi. Parlons un peu des techniques, c'est de l'acrylique, c'est de la peinture à l'huile qu'employait Pierre Jourdain. Jourdain. Je pense que Pierre Jourdain a travaillé beaucoup à la peinture à l'huile, mais il a une œuvre de collage qui est absolument exemplaire, hein, qui serait appréciée par les grands peintres qui ont pratiqué le collage, vraiment. Mais c'est une œuvre prolifique, et il laisse 1300 toiles, je ne sais combien de collages, enfin c'est quelqu'un qui ne cessait de travailler, ne cessait de rechercher, et voilà quoi. C'est difficile avec des mots, mais bon, on ne peut qu'engager les gens à voir cette exposition, et puis après à suivre le travail de Pierre Jourdain, qui, nous l'espérons, et moi je l'espère pour André Jourdain, voit le jour et voilà, et explose quand même là, quand même, parce que c'est... Ce sont des grandes toiles, des petites toiles? Oui, beaucoup de grandes toiles, beaucoup de toiles. Il avait une passion pour le format carré. On retrouve beaucoup de toiles de format carré, et si on cherchait par exemple des références pour le matériau utilisé, il est très proche de ce que faisait Paul Klee, c'est-à-dire qu'il utilise de la toile de jute assez épaisse, pas tout le temps, mais c'est quand même un élément de son œuvre qui est permanent, et il arrive au travers d'une toile de jute épaisse à rendre des transparences, à rendre des glacis, des choses extrêmement difficiles à faire pour un peintre. Mais bon voilà, c'était le petit point vers Paul Klee. On pourrait parler de Bissière, on pourrait parler d'Estève, on pourrait parler de l'école de Paris. Enfin, c'est quelqu'un qui a couvert, il a revisité toute l'histoire de l'art de son époque. Et ça, c'est assez exemplaire, jusqu'à découvrir ce qu'il était véritablement. Et à partir de ce moment-là, c'est une explosion, parce qu'il a acquis toute la matérialité de ce qu'il va être, hein, c'est-à-dire un grand coloriste, un grand dessinateur, un peintre hors pair. Et bon, il explose, là, il se livre, et André pourrait parler. Moi, j'ai vu aussi des toiles de sa dernière période, qui peut paraître une œuvre un petit peu plus sombre, mais en fait qui a un retour vers le noir et blanc et vers les gris colorés, bon, il y a des toiles qui sont des chefs-d'œuvre véritablement, et qui parlent des préoccupations qu'il avait de la détérioration de l'environnement, des problématiques de l'emprisonnement des hommes, etc. Il passe par l'école des lettristes. Enfin, c'est une œuvre savante et considérable, et absolument exemplaire au niveau de la qualité. Ouais, vous l'avez un petit peu abordé, mais les thèmes de son œuvre, ce sont les thèmes du monde contemporain, du monde d'aujourd'hui. Oui. Et puis il a une période où, d'après ce que j'ai entendu de son histoire, il découvre une ascendance juive, qui l'amène vers l'étude de la Kabbale, qui l'amène vers l'étude de l'hébreu, et on retrouve au travers de son œuvre un travail d'écriture avec une symbolique. C'est une œuvre vraiment savante.